Vous écoutez le divan de la lucarne Ariane. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de 3 podcasts consacrés au contrôleur général des lieux de privation de liberté, intitulé « Les combats et les victoires du CGLPL ». Nous retrouvons Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, et Marie Goicoechea, contrôleur, pour poursuivre nos échanges. Durant cet entretien au studio Orphée avec Dominique Simoneau et Marie Goicoechea du CGLPL, les questions ont été posées par les personnes détenues. Pour des raisons légales, leurs voix ont été supprimées et réenregistrées. Quelles sont selon vous les raisons qui expliquent que, malgré des années d'alerte sur la dégradation des conditions de détention, notamment concernant la surpopulation carcérale et la santé mentale des détenus, et les condamnations de la CEDH à l'égard de la France, les évolutions restent limitées ? Oui, c'est marrant, hein, on peut dire. Non, mais marrant en faisant de l'humour noir, je veux dire, marrant que la France, le pays des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, s'asseye finalement sur les condamnations européennes, mais aussi sur les condamnations de ses propres tribunaux français. C'est indécent et j'aimerais bien, si ça vous intéresse, on pourra aussi vous l'envoyer, que vous lisiez, vous puissiez lire les réponses que fait la France au Conseil de l'Europe quand elle est critiquée tous les ans sur la surpopulation endémique, structurelle, qu'elle continue à supporter. Elle répond, la France, 50 pages de mensonges. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne suis pas du tout gênée de le dire puisque je l'écris et qu'on le dit à longueur de temps. C'est un tissu de mensonges. Ils disent qu'ils font tous les efforts, que tout est bien fait pour juguler la surpopulation carcérale, alors que vous et nous, on le sait très bien, non, c'est faux. Donc c'est vrai, quand je dis c'est marrant, c'est parce que, en le prenant de l'autre côté du miroir, du côté de l'humour noir, en fait, c'est accablant. Toujours pour ce thème qui vous tient à cœur, la réinsertion, qu'en pensez-vous ? Comment l'adapter à ce système carcéral qui se durcit de plus en plus à travers les différentes peines qui sont de plus en plus longues ? La réinsertion est-elle un moteur ? J'aime bien cette question parce que, en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle comme CEPIP. J'étais, il y a bien longtemps, à Nanterre. Et donc ça m'a toujours aussi intéressée, même passionnée. Plus facile parce qu'il y avait moins de monde en prison, que nous on voyait les sortants de prison. Mais je dirais que tout ça, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Vous voyez, il y a un truc qui dit tout, je trouve. Il y a des personnes qui y rentrent illettrées, 12%. Ils en sortent illettrés. Pourquoi on leur a pas appris à lire, à écrire? C'est quand même le b.a.-ba, c'est fondamental de savoir lire et écrire pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Même pour prendre le métro, c'est fondamental. L'autre jour, j'ai encore croisé un monsieur dans le métro qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Parce qu'il descendait à je sais pas quelle station et j'ai compris qu'il savait pas lire. Donc on a compté ensemble qu'il fallait qu'il compte 5 stations ou 10 stations pour descendre. Je dirais aussi que pourquoi la prison ne sert pas, au lieu d'être ce temps mort, pas ici justement, ça qui est formidable d'être ici, parce que là vous apprenez quelque chose, donc c'est le contre-exemple, mais ces contre-exemples ils sont trop rares. Là on a eu des responsables d'éducation qui nous ont écrit parce qu'ils ont dit on essaye de faire passer le code à des détenus qui sont là parce que c'était des défauts de permis à répétition, ils n'ont pas le permis. Donc ils veulent les inscrire au code. Et ils nous montrent les réponses qu'ils ont eues. D'accord, il faut qu'ils nous adressent un mail depuis leur adresse mail. Déjà, vas-y mec, comment tu... C'est ridicule. Ensuite, il faut qu'ils payent par carte bancaire. Encore mieux. Je ne sais pas comment dire à quel point c'est absurde. Ou alors, on a toute l'histoire des remises de peine. On dit, écoute, non, tu vas pas les avoir parce que t'as pas fait d'activité, t'es pas allé aux activités. Oui, c'est dans la loi, le détenu est tenu de suivre au moins une des activités que lui propose la prison.
Sauf que il y a tellement de détenus qu'il n'y a pas assez d'activité. Donc il y a des gens qui peuvent rester 1 an, je sais pas combien de temps, inscrits sur la liste d'attente, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour les activités. Donc c'est vraiment ces voyages en absurdie totale. Je trouve c'est les bras vous en tombent de tant de stupidité quand même. Voilà, donc la réinsertion, j'y crois quand on tombe, quand on a un bon CPIP qui a le temps de s'occuper de vous, qu'on a des gens à l'extérieur, qu'on a déjà des connaissances. Mais oui, je crois que ça peut marcher. Mais je regarde l'Allemagne. Les prisons, quand elles arrivent à 90% d'occupation, elles se déclarent suroccupées. Plus personne n'entre. 70% des détenus allemands travaillent contre... Alors on était à 20%. Je crois qu'on est à moins de, je sais pas, un pourcentage ridicule. Et l'Allemagne a des taux de récidive bien inférieurs aux nôtres. Donc c'est bien qu'on est bête. Je pense que c'est la lâcheté qui domine. Moi c'est un des trucs qui me hérisse le plus. Ce manque de courage. Là il y a une proposition de loi qui a été déposée. On peut dire grâce au contrôle général, parce qu'on avait réuni un groupe de travail autour de nous avec 27 organisations. On a été entendu par l'Assemblée nationale sur la surpopulation et le président de la commission des lois a dit « Vous m'avez convaincu, je dépose une proposition de loi ». Mais c'est depuis 2022 qu'on se réunit. Ce qui est vrai, c'est que c'est la première fois que je lis dans le Figaro un article sur la régulation carcérale. C'est une idée qui commence à se répandre. Mais je me dis, mais c'est trop long, quoi. Pourquoi ça prend des années pour faire entendre raison ? Quelles sont vos victoires en tant que contrôleuse générale des lieux de privation de liberté ? Peut-être le podcast. C'est une victoire, parce que je reviens à ce que... c'est tellement difficile de faire sortir la voix des lieux d'enfermement que finalement, moi, ce podcast, je le vois comme une victoire. Une victoire en toute humilité, parce que nous, on a le droit d'entrer dans les lieux. Et on a une grande liberté à parler, et on a une grande liberté à faire un peu ce qu'on veut, à aller voir qui on veut, à se déplacer partout où on veut. On a une collègue qui est contrôleur photographe. Elle photographie ce qu'elle a envie. Elle n'est pas contrainte dans sa prise de photo, à part les visages. Et vraiment, ce podcast, il est né de la volonté de faire sortir les voix des lieux d'enfermement. Et on n'a pas eu de contrainte à le faire, à part un début un peu chaotique. Moi, c'est une victoire parce que c'est des lieux qui sont évidemment trop clos, dont on fait sortir rien du tout, aucune voix, les gens ne sont pas libres de parler. Et d'aller pendant plusieurs mois, même plusieurs années, dans les lieux d'enfermement, tendre le micro à des personnes enfermées qui ne peuvent jamais s'exprimer, pour moi ça c'est une victoire. C'est pas la seule du CGLPL, mais je trouve que c'en est une qui est intéressante, parce qu'on a réussi à sortir ces voix, à les faire écouter à qui on veut, parce que c'est publié sur internet. Et ça, il faut profiter de ce genre de possibilités qu'on a, nous, et qui sont des possibilités que malheureusement quasiment personne n'a, à part le CGLPL. On a ce statut qui nous permet de le faire. Et donc, il ne faut pas se priver au maximum de donner de la publicité, d'utiliser tous les outils auxquels on a accès pour pouvoir le faire. C'est pas simplement faire sortir les voix, c'est créer comme un lien réel entre l'auditeur et les personnes enfermées. Et moi, j'ai été émue quand j'interviewais les gens, et eux aussi, souvent, quand ils comprenaient que cette voix, elle allait vraiment sortir. Ils allaient vraiment être entendus. Et c'est ça qui changeait un peu le positionnement du podcast par rapport à simplement contrôler le lieu d'enfermement. C'est-à-dire que les gens me parlaient moins comme voilà, vous êtes contrôleur, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ici pour moi, mes droits, pas mes droits, etc. Ils me parlaient comme là j'ai une tribune, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir dire, et puis je vais pouvoir dire au plus grand nombre. Pas uniquement à une personne, pas uniquement à une autorité de contrôle, mais à l'opinion publique, finalement. Donc ça, pour moi, ça a été une victoire. Je pense qu'il faut qu'on continue de c'est faire sûr. ça. Mais c'est populariser, rendre nos rapports. Je ne sais pas si vous en avez lu, mais ils sont très intéressants, mais ils sont quand même un peu arides à lire, un peu administratifs. Et c'est pourquoi le podcast, c'est vrai que c'est une très bonne idée et qu'il est formidable et il a à notre grand contentement beaucoup de succès.
Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Mais c'est dire que ça intéresse quand même les gens. C'est pas un sujet finalement autant de niche que ça. Hein. C'est l'enfermement. Il y a un côté, il y a plein de choses. Quand on dit, même quand nous on parle de notre métier, il y a plein de questions qui fusent. Parce qu'en fait, les gens, ils ont tout un tas de représentations. Ils ont envie de comprendre. Ah, mais vous allez dans quel type de lieu ? Ah, ça, je me rendais pas compte qu'en fait, oui, c'est un lieu où on peut être enfermé. Je pense à l'hôpital psychiatrique. Plein de gens qui ne savent pas qu'on peut être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est un support qui crée beaucoup de discussions. Et on est content parce que les gens, ils ont envie de l'écouter. Et au début, on se disait, c'est peut-être un sujet qui est peut-être un peu difficile d'accès. Il y a plein de gens qui vont pas vouloir écouter ça parce que ça peut être glauque, ça peut être dur, ça peut... non, en fait, les gens, ils ont envie de s'intéresser à ça et qu'en fait, quand on leur parle et quand on leur explique et qu'on leur fait écouter tout simplement des gens qui sont concernés, ça les intéresse. C'est comme la BD qui va sortir début septembre. Oui, début septembre, fin août, début septembre. Je ne sais pas si vous l'avez croisé quand on était là il y a 15 jours, Mathieu Sapin, le dessinateur. Mais c'est lui qui... il est venu. Et d'ailleurs, il est venu à Fresnes. Et il est venu il nous a suivis dans plein d'endroits. Et il fait une bande dessinée sur notre travail, mais surtout sur les gens qui sont enfermés. Il y aura Fresnes. Tout mon but et notre but, c'est de populariser l'enfermement, enfin, le rendre plus ouvert, plus commun, plus voilà, c'est nos concitoyens, plus accessible. Il y a des concitoyens qui sont enfermés, voilà comment ils vivent. Et je voudrais qu'on le prenne comme ça, que les gens... j'espère que la BD... D'ailleurs, on a bien vu que la BD, quand on s'est adressé... quand j'ai appelé un éditeur pour lui demander s'il pouvait me trouver comment faire cette BD, on a eu le rendez-vous dans les 3 jours. Donc je me suis dit, c'est bon signe quand même. Ça veut dire que ça intéresse. Et c'est une autre façon d'intéresser à ce qu'on voit assez vide enfermé. Et puis un peu, apporter un autre type de discours aussi, sur l'enfermement. Qui soit pas toujours celui qu'on lit en permanence dans les journaux, où c'est toujours un peu les mêmes qui ont la parole. C'est pas tellement tabou, parce que moi j'ai travaillé dans 2 journaux. Libération d'abord, qui était quand même à une époque le journal des détenus, et qui parlait sans arrêt des détenus il y a longtemps, au Canard enchaîné. Vous savez, faire passer les papiers sur la prison, ça n'est pas facile. Moi, j'ai entendu toute ma vie de journaliste, tu nous fais chier, tu nous emmerdes avec tes taulards, lâche-nous avec tes sans-papiers, allez, tu nous gonfles, t'es anxiogène. Une forme de tabou. Non, c'est pas un tabou, ça n'intéresse pas les gens. Et je disais, c'est un tort, t'as tort, ça intéresse plus de monde que tu crois. Je regrette pas cette expérience d'avoir eu à me battre pour faire passer les papiers, parce que ça m'a fait une carapace qui m'a beaucoup servi dans ma mission actuelle. Ça m'a habitué à réfléchir à comment dire les choses, à prendre ce qu'on appelle un angle en journalisme, comment je peux intéresser les gens à ci, à ça, comment faire pour commencer mon article, commencer à l'écrire, sur quoi, voilà. Ça m'a obligé à beaucoup réfléchir chaque fois pour écrire mes articles et choisir comment l'accroche, c'est-à-dire les premières phrases, pour que le lecteur ait envie de le lire. Ça m'a obligé à réfléchir pour présenter à mes chefs ce que je voulais dire. C'était pas simplement tiens, il y a encore 1000 prisonniers de plus. Non, je réfléchissais pour le tourner d'une façon, ce que j'allais raconter, pour les intéresser et finalement intéresser les lecteurs. Et ça m'a beaucoup servi dans ma mission actuelle, parce que ça m'a libérée. Je n'ai aucune crainte, aucun tabou justement à dire les choses. Comment évaluez-vous l'efficacité des politiques et dispositifs de réinsertion des personnes détenues en France, notamment en matière d'accès à l'emploi, au logement et à l'accompagnement à la sortie, et quelles en sont selon vous les principales limites et leviers d'amélioration ? J'ai vu des changements, mais hélas, pas en bien. Parce que quand je vois que le ministre de la Justice fait demi-tour, parce qu'il a appris qu'il allait visiter la prison de Nîmes, surpeuplée à 220%, je crois, ou un peu plus même,
qu'il a appris qu'il y avait une table de massage pour les détenus, il a fait demi-tour. Ce qui, par parenthèse, ruine des semaines de travail du personnel pénitentiaire qui préparait sa visite, en poussant des clameurs indignées, qu'il se laisse avoir par des tracts syndicaux qui disent que des détenus reçoivent des massages du visage à Toulouse-Seyss, surpeuplé à 270%. Non, j'exagère peut-être un peu. Je crois que c'est 230. Je me dis, quelque chose ne va pas. Il dit qu'il faut interdire les activités ludiques. Heureusement, sa circulaire a été déférée devant le Conseil d'État qui a supprimé le mot ludique, mais laissé le mot provoquant pour les victimes, dont on comprend absolument pas ce que c'est. Mais on voit bien qu'il n'y a pas une volonté d'élargir le champ des activités, alors que c'est par là que passe la réinsertion. À mes yeux, je vais reprendre ce que j'ai déjà dit. C'est une façon démagogique d'interpeller l'opinion publique en disant « Regardez, j'ai vu ça, c'est très choquant, non ? Ce sont des détenus et ils ont le droit... » Alors, le massage, je prends le massage. Bon, c'était bidon, cette histoire de massage. C'était des conseils d'élèves esthéticiennes, étudiantes esthéticiennes, pour que les détenus prennent soin de leur peau. Mais prendre soin de sa peau, ça fait exactement partie de la réinsertion. Se présenter bien, en général, et en sortant à un stage ou à une formation ou à un boulot, c'est impératif. Si on y arrive bourré de points noirs et tout moche et tout sale, non, ça le fera pas. Donc, moi, je suis très sévère. J'empêcherai désormais. C'est se saisir de n'importe quelle petite anecdote pour en faire un discours politique. C'est quelque chose qui, d'abord, me révolte. Et puis ensuite, je trouve pas ça très estimable. Voilà. Que pensez-vous de la volonté de notre ministre de la Justice actuelle de supprimer toute activité artistique en détention ? Si l'on supprimait toute activité artistique en détention pendant 1 an, qu'est-ce qui arriverait selon vous ? Je crois vous avoir dit ce que j'en pensais tout à l'heure. C'est supprimer toute activité, faudrait être fou. Parce que là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu la carotte et le bâton. Si t'es gentil, tu vas aux activités. Si t'es pas gentil, t'as plus de travail. C'est une gestion contrainte, je pense, due à cette surpopulation énorme. Et puis du fait que je pense que là, il faut qu'on prenne à bras le corps cette histoire de travail. Pendant 5 ans et demi, j'ai pas eu trop le temps, mais là, je vais peut-être m'y coller, aller voir les employeurs pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites ? Allez-y, un petit peu VRP. Mais je sais pas si ça marchera, hein. Mais moi, je crois que il peut pas être question de supprimer les activités. Tout le monde sait que c'est impossible. Plus le nombre de détenus monte, forcément, plus le ratio des activités descend. C'est mathématique. Si vous avez, 10 activités, mettons, et que vous avez un nombre de détenus qui monte, vous aurez forcément moins de détenus qui vont y accéder. Et d'ailleurs, je suis allée moi aussi, comme Marie, j'adore aller dans les ateliers, parler avec les gens, etc. L'autre fois, c'était un atelier sur la citoyenneté. Et après, sur autre chose, chaque fois, le premier détenu arrivait 20 minutes après le début, et le dernier, 20 minutes avant la fin. Et il avait tout raté, parce qu'il n'y avait pas eu assez de surveillants pour les amener. C'est quand même aberrant. Voilà. Parfois, les détenus sont obligés de choisir entre la promenade et l'atelier, le parloir. Évidemment, tout le monde privilégie le parloir. On ne va pas faire venir sa famille pour rien du tout, pour ne pas être là. Et parfois, même entre les soins et l'activité, entre les soins et la promenade. Et tout ça, c'est une organisation contrainte due à cette surpopulation qui, je le répète encore, est le fait d'un manque de courage politique. C'est pas demander quelque chose de monstrueux que les gens soient pas entassés comme des sardines. Je sais pas, on a l'impression de demander quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu les Belges, ils ont loué des cellules à la Hollande. Ils ont arrêté parce que ça leur coûtait trop cher.
que tous les Belges ne parlent pas le hollandais, que les surveillants étaient hollandais. Quelle est la loi qui va s'appliquer? Est-ce que c'est la loi hollandaise ou la loi belge? Ils ont arrêté parce que c'était, comme je vous disais, trop cher. La Hollande, depuis, a transformé, parce qu'elle fait aussi partie des pays qui sont des bons exemples européens. Elle a transformé une grande partie de ses prisons en cinéma ou en autre chose. Des endroits où ils sont transformés en hôtels. Personnellement, jamais je ne pourrais dormir dans un hôtel qui a été une prison. La Suède, en revanche, là, loue une prison en juillet, ça va commencer. C'est des détenus, des femmes détenues, qui vont aller en Estonie. Ça devait se faire plus tôt. Je ne sais pas si ça sera, mais là, j'ai vu que c'était confirmé que c'était en juillet. Mais l'Estonie étant, la prison estonienne, en tout cas étant proche de la frontière russe, c'est un peu compliqué, parce que l'Estonie elle-même est en train de s'armer jusqu'au cou contre la Russie, parce qu'elle a peur d'être envahie par la Russie, vu que ça leur est déjà arrivé, les pays baltes. Tout le monde se demande si on va envoyer des prisonnières, est-ce qu'elles vont pas servir de bouclier humain, enfin, puisque c'est près de la frontière. Donc on verra en juillet si ça se fait ou pas, ou si avant juillet, ils se disent, bah non, finalement, c'est pas possible. Notre association s'appelle la Lucarne Ariane. Pensez-vous que l'art peut ouvrir une fenêtre là où il n'y a que des murs et que la peur de notre ministre est que les personnes détenues s'évadent en pensée? Bah, c'est très bien dit. Je sais pas s'il a vraiment peur de ça, mais en tout cas, je sais que c'est les moments où il se passe des choses chouettes. Quand l'art arrive à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. J'étais en train de tourner avec mon micro, j'étais dans un club de lecture. Les femmes, elles se réunissaient autour d'un livre qu'elles avaient en 8 ou 9 exemplaires. Et en fait, elles en lisaient un petit bout à chaque fois, toutes les semaines. Elles respectaient, elles lisaient pas la suite. Elles attendaient d'être ensemble pour lire la suite. Et comme ça, elles lisaient des bouquins ensemble, à voix haute. Les unes parlaient les unes après les autres. Elles étaient à fond, en fait. C'était comme une série, elles voulaient savoir la suite. Et c'était déjà un moment vraiment super agréable, où c'était pareil, on apprenait des choses, on oubliait un peu où on était. Et j'ai entendu du piano. Et j'ai trouvé ça étonnant. Je me suis dit, qui a mis un disque? Je suis sortie du book club et je suis arrivée en fait dans une autre salle qui est tout en haut au secteur des activités. Il y avait un monsieur qui était en train de jouer du piano, une violoncelliste et une chef de chœur. Et là, les femmes se sont mises à chanter. Il y avait une chorale, quoi. Et c'était un moment suspendu, quoi. C'était vraiment un moment qui faisait du bien absolument à tout le monde. Donc je vois pas qu'est-ce qui peut être un problème à vivre ce genre de moment. Il y en a aucun. C'est vrai que c'était un établissement où il se passait beaucoup de choses. Ouais. Ça faisait du bien à tout le monde. J'ai vu un spectacle de danse. Ils avaient installé la même semaine, c'est quand même dire que il faut que ça continue. Ils avaient installé c'était un ring de boxe en fait. Et en fait, les danseurs, ils avaient des pointes comme en danse classique et ils dansaient dans le ring de boxe. C'était magnifique. Bien sûr qu'il en faut. Il y a que ça qui est intéressant. Et souvent, on rencontre aussi des détenus qui nous disent j'avais fait la rencontre d'un monsieur en maison centrale qui m'avait dit moi, j'ai jamais rien lu comme livre à l'extérieur. On parlait de Monte Cristo, en fait, du conte de Monte Cristo. Parce qu'il me parlait de comment on se passe des trucs d'une cellule à une autre. Il me parlait des Baumettes à Marseille. Et il me dit, dans les cellules, on perçait un trou, on se passait des trucs. Et je dis, comme dans Monte Cristo. Parce que j'avais cette image-là de Monte Cristo qui se met à communiquer avec l'abbé Faria au château d'If. C'est tout un truc de dingue comme histoire. Et il me dit, ce livre, je l'ai jamais lu. Mais je vais le lire. Je sais que ça va me faire du bien. Enfin, je me suis mis à lire ici, quoi. Je commence à peine. Il faut des livres, il faut tout ça. Mais c'est ça qu'on n'arrête pas de dire. Mais tous les détenus, à part une poignée, sortent un jour. Faut vous y faire. C'était le divan de la lucarne d'Ariane. Cet épisode est terminé. Rendez-vous sur nos réseaux pour le 3e épisode. Travail en prison, où va-t-on? Pour en écouter davantage, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux.